Bon bref, vous m'avez compris. On va dire que j'ai des actions dans l'industrie pharmaceutique, ce qui n'est pas vrai. Bon, il y a d'autres interventions que la pharmacologie qui ont été proposées. Encore une fois, en termes de santé publique, là, j'ai deux exemples, je pourrais détailler si vous voulez après, si ça intéresse quelqu'un, mais c'est des systèmes qui sont efficaces, mais qui en termes de santé publique coûtent très cher à mettre en place. Hein, les VAD des infirmières anglaises, voilà, vous êtes hospitalisé 3-4 jours après une tentative de suicide, une intervention à domicile, une infirmière en santé mentale anglaise, donc 7 ans de formation. Hein. Une infirmière en santé mentale anglaise, c'est 7 ans de formation, c'est 3 000 € par mois. C'est normal, c'est 7 ans de formation. Comme un PH chez nous. Hein. Une fois par semaine pendant 4 semaines. Une famille sur 2 refuse. C'est une limite en termes de santé publique. Bon bref, il y a des systèmes hein, pour soigner les gens qu'il faut soigner. Bon, j'en arrive. Ça c'est le chemin par lequel je vous ai emmené par la main. Le temps d'interaction il est court. Hein, ça je l'ai montré dès le début. 1 sur 2 quitte les urgences. Dans ceux qui sont hospitalisés, 90% sortent en moins de 2. Donc, puis j'ai essayé de reprendre toutes ces étapes. Il faut quand même rester modeste. Vu ce temps d'interaction, même quantitatif, quel que soit son talent et surtout quelle que soit la qualité de son organisation, bah, ce qu'on va faire là en termes de programmation, d'organisation est de l'ordre d'un compromis. Et pourquoi pas? Tous les grands pays du monde font comme ça. Pourquoi pas? 100 tentatives de suicide, 40 vont récidiver, 60 vont jamais récidiver. Pourquoi voulez-vous déclencher l'armée mexicaine à vie parce que quelqu'un a fait une tentative de suicide? Il y a plein de choses qui sont interrogées. Pourquoi pas un compromis? Mais alors, si c'est un compromis qu'on en prend conscience, la moindre des choses serait peut-être de placer un petit peu à distance, savoir si ce compromis, ben, il est bien valable, il tient toujours, et éventuellement, si on ne peut pas l'ajuster ou en changer en cas de besoin. C'est ça une veille. D'accord? Alors après, les veilles, ben, je ne suis pas le premier à avoir dit ça. Hein. C'est un champ qui est à l'intersection de plusieurs courants de pensée. Le premier est philosophique, hein, l'éthique de l'inquiétude, c'est joli comme tout. Hein, c'est vraiment à prendre au sens propre du terme. Inquiétude. Je ne peux pas rester dans la quiétude. Je viens de rencontrer quelqu'un qui a voulu tenter, pour X raisons, plus ou moins bien, d'interrompre sa trajectoire. Je l'ai rencontré quelques heures. Je ne peux pas rester tranquille. Où il y a quelque chose dans ma société ou dans mon organisation qui devrait faire en sorte qu'on ne puisse pas rester dans l'inquiétude. Vous voyez, c'est moi, inquiétude au sens littéral du terme. Une éthique de l'inquiétude. Je vous ai dit que j'habitais à 13 km de la Belgique. Les Belges, ils parlent comme ça. En belge, on dit la clinique du souci. C'est mignon comme ça, clinique du souci, non? Vous voyez, champ philosophique, champ clinique. Rester dans le souci. Les Belges, ils disent pas prendre en charge, hein. Ils disent prendre en soin. C'est aussi quelque chose de très... Donc les anglo-saxons, alors le père de la suicidologie, un des pères de la suicidologie américaine, Jérôme Motto, lui aussi est obligé de passer par des néologismes. Hein. Lui, il emploie le mot de connectedness, qui, alors donc c'est un néologisme, donc comment vous le traduire? Alors connectedness, on dirait susciter chez quelqu'un le sentiment d'être en lien avec un autre. Ness, hein, c'est le sentiment, connectedness, voilà, susciter chez quelqu'un le sentiment d'être encore en lien avec un autre. Vous voyez qu'on tourne autour de la même chose, hein, dans des champs impliqués. Oui, mais c'est pas parce qu'un sujet a fait une tentative de suicide qu'on va envahir son existence pour le restant de ses jours. Il ne s'agit pas de se substituer à un système de soins. Moi, je suis convaincu qu'il est bon, notre système de soins. Que tous autant qu'on est à nos différents niveaux, on fait tout ce qu'on peut. La majorité d'entre nous fait tout ce qu'on peut. Hein. Et sans doute pas si mal. Donc il ne s'agit pas d'inventer un nouveau système de soins. Donc il ne faut pas être trop intrusif. Et en même temps, il faut fournir la bonne info à celui qui en a besoin au moment où il en a besoin. C'est quand même du patinage artistique. On est quand même sur le fil d'un rasoir dans un terrain glissant. C'est comme ça que je vois le patinage artistique. Et alors il y a plusieurs expériences, je ne vais pas toutes vous les faire. Je vais simplement reprendre les expériences qui ont passé le feu d'un essai clinique randomisé. D'un essai d'efficacité. Ce n'est pas la vérité, mais c'est au moins un test d'efficacité. Donc voilà, c'est toujours deux groupes parallèles, un groupe qui est soigné comme d'habitude et un groupe qui bénéficie d'intervention. Tirage au sort pour être attribué dans l'un des deux groupes.
donc à tout seigneur, tout honneur, le plus beau travail du monde, jamais j'arriverai à faire la même chose. C'est quelqu'un qui a suivi 3000 personnes pendant 15 ans pour faire un papier dans Psychiatric Services, Impact Factor 1,1. Donc pour un universitaire aujourd'hui, c'est pas possible de faire ça, et pourtant c'est un des plus beaux travaux du monde. L'aire de San Francisco, 3 millions d'habitants à l'époque. Tous les sujets sortant des cliniques privées ou des hôpitaux pendant une période donnée qui ont été hospitalisés pour une tentative de suicide ou une dépression sont rappelés un mois après la sortie par l'équipe de recherche de Jérôme Motto. Et là-dedans, ils sont interrogés sur le plan de soins sur lequel ils avaient convenu avec l'équipe qui l'a laissé sortir. Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils suivent le plan de soins? Est-ce qu'ils ne suivent pas? Est-ce qu'ils raccrochent? Ainsi de suite. Et surtout, lui, il va s'occuper des gens inobservants. Ceux qui vont lui raccrocher au nez, ceux qui vont dire oh, le plan de soins, et puis voilà. Vous voyez, il ne s'attaque pas au truc facile. Et à ceux qui ne sont pas observants au plan de soins, pour X raisons, il les randomise en deux groupes parallèles, avec tirage au sort. À l'un des groupes, il va envoyer un petit mot reprenant une anecdote de la vie du service. Pas toujours la même, parce qu'il écrit 8 petits mots la première année, et un petit mot tous les 3 mois pendant les 4 ans qui suivent, pendant 5 ans. D'accord? Et l'autre, à joujou. Alors voilà, 15 ans de travail pour ce schéma-là. Moi j'ai dit respect. Donc ce sont des courbes de mortalité par suicide. Bon, je vous mets une barre à 5 ans, parce que le dispositif de Motto était déployé sur 5 ans, et vous voyez que les deux courbes qui nous intéressent, c'est les courbes à carré. Carré noir, ils ont les lettres, carré blanc, ils n'ont pas les lettres. Il y a une différence en termes de mortalité par suicide qui est très très nette. Bon, si on s'arrête à cette seule intervention, vous voyez, 15 ans après, ça se rejoint. Alors, 2 jours pour vous faire sourire un peu, la courbe du haut, donc c'est ceux qui meurent le plus par suicide, on est d'accord? C'est des gens observant en traitement. Généralement, ça fait sourire. En disant, ceux qui suivent le traitement, c'est ceux qui meurent. Non, c'est un artifice épidémiologique, parce que ceux qui suivent bien le traitement sont souvent les plus graves, parce que ce sont ceux qui sont le plus suivis, le plus surveillés, le plus accompagnés. Et si ce sont les plus graves, c'est eux aussi qui meurent le plus de suicides. Joli travail. Efficace en termes de mortalité. Trouvez-moi d'autres. Deuxième travail, toujours pour continuer sur l'humour, à Bristol, ils envoient des cartes. Ça c'est comme ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est eux qui l'ont fait. Donc Evans, monsieur, madame, c'est la carte de crise, la carte verte anglaise, pas le droit de séjour américain. Donc la carte verte anglaise, c'est format carte de crédit, avec un numéro d'appel 24 heures sur 24, où une infirmière en santé mentale anglaise ou un junior en psychiatrie, au moins, décroche 24 heures sur 24. Et il donnait ça à la sortie de l'hospitalisation aux urgences, ou quelques jours dans un centre de crise, un centre de toxicologie, comme disaient les Anglais, à tous les sujets. Quand on donne ça à une cohorte indistincte de suicidants, il n'y a pas tellement d'effet au bout de 6 mois, au bout d'1 an. En revanche, il semble qu'il y ait quelque chose de très intéressant dans le sous-groupe des primo-suicidants. Ah oui, mais en termes de santé publique, le sous-groupe des primo-suicidants, c'est 50% d'effets actifs. C'est pas rien d'avoir déjà cette efficacité sur la moitié de nos cohortes. On a fait une petite carte. Bon, il faut quand même pouvoir tenir un numéro de téléphone 24-24. Donc, résultat à 6 mois, plus d'effet à 1 an. Intéressant ça, parce que c'est le premier travail qui nous dit, si vous partez dans la veille, vous veillez quoi? Est-ce qu'on veille sur la trajectoire de vie de quelqu'un, 12 mois, ou est-ce qu'on veille sur le lait sur le feu? Est-ce qu'on veille une crise, 6 mois? Bon, clairement, de la façon dont je présente les choses, je pense que s'il faut développer demain quelque chose, il faut veiller sur le lait. Et veiller sur la trajectoire de vie, il y a quelqu'un qui s'en occupe là-haut. Inch'Allah, n'est-ce pas? Ouais. Alors, très intéressant, parce que le travail ne le reprenait pas comme tel. C'est un premier travail, donc il ne pouvait pas savoir, sur le nombre de cartes qu'il donnait, combien de sujets allaient appeler au téléphone. Est-ce que ça bloquait les standards ou pas? 6%. 6% des primo-suffidants à qui on donnait la carte appelaient ce numéro. Oui, mais ces 6%-là faisaient une récidive suicidaire 5 fois plus souvent, 4,91 fois plus souvent. Avec toutes les difficultés de détecter les groupes à risque de récidive dont Mohamed a fait la démonstration. Vous avez là un cas de figure où en donnant une carte,
c'est le groupe à risque qui s'identifie lui-même. En appelant, il se désigne comme à risque. Dans le travail de Bristol initial, ils n'allaient pas plus loin, ils répondaient comme au mieux, comme on fait tous. Il n'est pas interdit demain d'être plus malin. C'est-à-dire de dire, s'ils appellent, ils s'autodésignent comme un groupe à risque, et là, on développe une intervention proactive beaucoup plus lourde. Ils se sont désignés comme anormal par expérience. Vous me suivez? Très bien. L'Australie, oui, on voyage. Hein. C'est un peu plus sexy que Bristol. Sud de l'Australie, en plus, Melbourne, Greg Carter. Donc vous voyez, il fait comme moto, lui. Hein. Donc il fait 8 petits mots la première année, sauf qu'il standardise un peu à l'australienne, des cartes postales. Ouais, il n'a pas hystérisé l'affaire, hein, non plus. Hein. C'est en noir et blanc comme ça, c'est un petit mot. Voilà, on en met 16 sur une feuille, on en coupe au couteau, une équipe de soins de secteur, ça fait pareil. Quoi, hein. Avec un petit mot qui est bien senti, je trouve. Hein. On s'est rencontrés il y a quelques temps. Hein, bon, ils disent pas où, mais bon, il y a les logos autour. Donc, on s'est rencontrés il y a quelques temps. J'espère que les choses continuent d'aller mieux pour vous. Si vous voulez nous adresser un petit mot, ou des nouvelles, patati patata. Et c'est signé des personnes qui ont autorisé la sortie. Vous voyez le lien, si on a fait un compromis, le compromis c'est fait entre un tel et un tel, et c'est ce un tel qui recontacte, qui rappelle, qui reste en lien. Le problème c'est que le résultat de ce travail, il n'y avait pas de différence en termes de nombre de sujets récidivistes à 1 an. Il y avait une différence significative, il y avait moins de nombre total de récidives, c'est-à-dire que ceux qui récidivaient, ils récidivaient moins souvent, sur 1 an. Hein. Annette Bautret, elle est en Nouvelle-Zélande, et il y a une compétition, une émulation scientifique ultra compétitive entre le sud de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas qu'en rugby, hein, c'est aussi dans le champ scientifique et académique, hein, et donc Annette Bautret a répliqué ce travail en se disant, si on vaille, c'est pas sur une trajectoire, c'est sur une crise, donc il faut le faire sur 6 mois et pas sur 1 an. Et elle tombe sur des résultats très intéressants à 6 mois, avec ce système des cartes que n'avait pas Greg Carter sur 1 an. Bon, quand même, revenons. Alors pour vous, c'est un voyage, puisque c'est le Nord-Pas-de-Calais. Hein. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est une socioculture assez homogène. Hein, d'alcoolisme, de misère, d'émigration polonaise et d'Afrique du Nord. Enfin, il y a plein de trucs très homogènes, si j'ose dire. Je blague. Et surtout, moi je viens du monde de l'urgence, hein, pendant 20 ans. Et donc, il y a une vie associative très riche, hein, notamment dans ces services d'urgence. Et il y avait une fédération des services d'urgence qui fonctionnait bien. Et on a pu mener un travail systématique à l'échelle de toute une région. 13 des 16 centres d'urgence ont accepté de jouer le jeu. De se dire, les seuls suicidants qu'on laissait directement sortir des urgences, c'est pas tous les suicidants, hein, c'est uniquement ceux qu'on laissait sortir des urgences. On rappelle au bout d'1 mois au téléphone, et on reprend le compromis de soins parce qu'on l'a faxé sur simplement 2 fax, hein, au centre de recherche. Et c'est le centre de recherche qui rappelle au nom des urgences. On rappelle au nom de Lens, au nom d'Hénin-Beaumont, au nom de Lille, Tourcoing, Dunkerque, Valenciennes, Douai, Boulogne. Je vous fais un petit peu un périphle touristique du Nord-Pas-de-Calais. Ça marchait pas mal. Hein, ça marchait pas mal. En ITC, ça marchait pas. Enfin, en intention de traiter, ça marchait pas. Je vais revenir sur ces notions d'intention de traiter. Parce que, comment dire, 1/3 des sujets qui récidivaient, il y avait 600 sujets dans l'étude. Hein. 150 avaient récidivé au bout d'1 an, mais 50 avaient récidivé avant 1 mois. Donc avant la première intervention qu'on avait imaginée, il y avait déjà eu 1/3 des récidives. Vous ne pouvez pas sortir en intention de traiter quand c'est comme ça. On appelait au téléphone, et le rappel à 1 mois, 30% des gens ne les avaient pas au téléphone. Et on n'avait pas imaginé de dispositif complémentaire. Donc pour ces 2 raisons-là, en intention de traiter, c'est-à-dire quand on prend le devenir des 2 groupes qu'on a fait, quoi qu'il se soit passé, on arrive en bas, on ne pouvait pas sortir significativement, c'était pas mal, c'était à 0,25. Mais ça ne sortait pas. Par contre, quand on prenait uniquement le groupe des gens qui avaient fait le protocole comme on avait dit qu'il fallait faire, c'est-à-dire à 1 mois ils étaient appelés au téléphone, on les avait bien au téléphone, on faisait ce qu'on avait à faire, là il y avait 2 fois moins de récidives dans le groupe des gens qu'on recontactait versus les autres. Ben, j'en arrive à essayer de synthétiser un peu. Grosso modo, dans ces systèmes de veille, vous voyez, il y a plusieurs familles. Là, je vous ai bien sûr fait voir des exemples qui fonctionnaient au moins dans certains cas. Et il semble que ces certains cas ne se recoupent pas. Il semble qu'en associant ces systèmes de veille, on puisse espérer toucher un plus grand nombre. Notamment dans Syscall. Syscall, c'était le rappel téléphonique systématique qu'on a amené dans le Nord-Pas-de-Calais.
Quand on a fait l'étude en sous-groupe des 300 primo-suicidants, ça ne semblait pas très intéressant. Il n'y avait pas de différence significative à les appeler, pas les appeler. Vous voyez, dans ce groupe des primo-suicidants. Donc pourquoi le faire avec les primo-suicidants? Parce que ça ne sortait pas dans le sous-groupe. Ben, c'est ça l'idée de l'algorithme. Donc on a pris les trucs en rouge. Donc commencer par le bas. On veille à 6 mois parce qu'on veille sur une crise. On va essayer de construire un algorithme très simple, hein, parce qu'on doit être en situation d'urgence, donc ça doit aller vite. En tenant compte du fait qu'il soit primo-suicidant ou récidiviste, en tenant compte du fait qu'on arrive à les joindre comme on avait dit qu'on le ferait ou pas. Si on n'arrive pas à les joindre, on fait quoi? Et on peut imaginer des choses. S'ils sont observants, un observant. On construit un algorithme de veille sur 6 mois. Donc suivez-moi bien. Première question, est-ce que c'est un primo-suicidant? Alors faites attention à ça d'ailleurs. Parce qu'il y a des nombreux sujets où c'est le premier accès aux urgences, ou le premier accès aux soins pour une tentative de suicide, c'est pas des primo-suicidants. Il y a plein de gens comme ça, même au décours du suivi, on se rend compte que bon, voilà, ça nous a été entre guillemets présenté, voire peut-être même dans leur tête à ce moment-là, ils ont presque cru, mais quand on reprend l'histoire, c'est pas un premier geste. Et là, on va faire la carte de crise, hein, la carte verte des primo-suicidants, qui semblait intéressante à 6 mois. Bien sûr, si le sujet appelle, on va déclencher une intervention proactive beaucoup plus musclée que ce qu'eux avaient fait, mais c'était le premier travail. S'ils ne sont pas primo-suicidants, ils sont récidivistes, on les appelle au téléphone un peu avant, pas un mois, dans la 3e semaine. J'ai dit ça avec 21. Bon, bref, plusieurs cas de figure. Si on les détecte en urgence, on les renvoie aux urgences. Le premier travail nous avait montré qu'ils faisaient. Ça, on n'était pas censé du tout le savoir, hein, avant 6 calls. Quand on avait les gens en situation de crise suicidaire, comme on appelait au nom des urgences de Roubaix qui avaient laissé sortir, on disait, vous revenez nous voir. Vous revenez. 12 sur 13 le faisaient. Ça, on ne savait pas, hein, avant de faire le travail. Si on allait avoir la force... Bon, c'est sûr que la conversation, avant de dire, bon, maintenant vous revenez, il s'est passé 45 minutes au téléphone d'intervention, hein, bien évidemment. Voilà, si non joignable, mal observant, alors non joignable, c'est-à-dire, voilà, on essaie de les avoir au téléphone, on ne les a pas, on envoie 4 cartes postales, selon Baudret, donc Carter ou à la mode néo-zélandaise. Mais si on l'a eu au téléphone, et l'intervenant au téléphone dit, bon, ok, il n'y a pas une crise suicidaire majeure, il n'y a pas de raison de lui dire revenez ou d'envoyer un SAMU ou des pompiers, ok. Enfin, l'intervenant pas content de son intervention, il m'a quand même dit ce que je voulais entendre. Hein. Il a été gentil avec moi, il était content que je l'appelle, mais moi je le sens moyen. Hein. Et dans ces cas-là, l'intervenant pouvait déclencher l'envoi des cartes postales. Donc là, je vais vous emmener à un des résultats. C'est-à-dire qu'on est dans la veille, et quand la veille vous inquiète, on faisait un peu plus de veille. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ça s'appelle ALGOS, algorithme de veille après une tentative de suicide. Donc voilà la carte. Donc là vous avez le numéro du centre de crise de mon centre de crise au CHULI. Enfin, vous pouvez faire le numéro, mais enfin pour vous ça ne sert pas à grand chose. Hein. C'est local, hein, ce genre de choses. Donc là c'est le recto de la carte. Donc le format carte de crédit. Hein. L'intervention téléphonique, bien sûr on ne reprend pas. Vous avez failli mourir, on reprend ce qu'on sait de la crise qui a mené à la tentative de suicide. Hein. On reprend un petit peu en amont au téléphone, et on reprend le compromis de sortie qu'on a très résumé, hein, très standardisé. C'est que 2 fax qui nous ont été envoyés du service d'urgence. À chaque fois qu'on a un contact, donc quand ils sortent des urgences, quand on les a au téléphone, quand on devait les avoir au téléphone et qu'on ne les a pas au téléphone, on envoie un compte-rendu au médecin de famille, ou au psychiatre de secteur, ou au psychiatre libéral, ou au psychologue de ville. Celui qui est en contact, il a un compte-rendu de 2-3 lignes. Hein. Et même quand on devait l'avoir et qu'on ne l'a pas eu, on dit on devait l'avoir, on ne l'a pas eu. Donc la veille, elle concerne aussi les partenaires naturels de soins du sujet. Bon, lâchez-vous sur le choix esthétique des cartes postales. Ne vous privez pas, la première est en haut à gauche. La plage de Suite-Côte, la mienne, à droite. Voilà. C'était les 4 cartes, donc toujours la même carte à 1 mois, la même carte à 2 mois, la même carte à 3 mois, pour toute la France. Vous voyez que les cartes sont personnalisées, avec le logo de l'hôpital qui a travaillé, avec comment dire, le prénom du patient, avec le nom de l'urgentiste ou du psychiatre qui a laissé sortir le sujet, et c'est bien sûr le même numéro de téléphone, c'est l'adresse des urgences ou du centre de crise ou de la clinique privée qui a laissé sortir, hein, mais avec le même numéro de téléphone recours que sur la carte des primo-suicidants. Tant qu'à faire, il faut rationaliser le dispositif. Donc on a obtenu un PHRC là-dessus, et on a testé cet algorithme dans son ensemble, dans 23 centres en France. Alors il y a pas mal de CHU là-dedans, vous
vous imaginez bien, mais pas que, parce que vous voyez qu'il y a deux régions qui sont plus enrichies, le Nord-Pas-de-Calais c'est tout là-haut, et Bretagne, Pays de Loire, où là vous avez Vannes, Quimper, là en bas il y a Montauban, là-haut il y a Dunkerque, Boulogne, Beaumont, Douai, qui ne sont pas des CHU, hein, qui sont des PSPH, qui sont des petits centres hospitaliers généraux, des gros centres hospitaliers généraux comme Roubaix. Roubaix est plus gros que le CHU de Charles-Nicolle, par exemple. Vous voyez, c'est pas du tout un CHU Roubaix. Voilà, pour avoir des cas de figure en termes de santé publique qui soient différents. Alors ce n'est que ces deux régions-là, bon, Montauban est à côté de Toulouse, et vous voyez, ils ont bien tourné, hein, ces fameux, entre guillemets, petits centres, parce que quand vous regardez l'effectif et le recrutement, ils ne sont pas du tout ridicules. Hein. Bon, il y a un peu plus de 1000 malades qui sont randomisés en deux groupes parallèles. Hein. Alors l'ITT, c'est très important en santé publique, l'ITT. C'est l'intention de traiter. Je fais deux groupes tirage au sort aléatoire, et je regarde, à la fin de l'étude, combien il y a eu de récidives de conduite suicidaire, combien il y a eu de morts, combien il y a eu de TS, de récidives de TS, combien il y a eu de perdu de vue. Parce que je considère que quelqu'un que je perds de vue, il lui est arrivé le pire. D'accord? Quoi qu'il soit arrivé, si on l'a randomisé dans le groupe intervention et qu'on n'aurait pas dû, parce que par exemple les multirécidivistes, ils ne pouvaient pas rentrer dans le groupe intervention, eh bien tant pis, on ne les retire pas. D'accord? Donc c'est très exigeant, parce que dans la vraie vie, vous pouvez inventer un dispositif, il y a toujours des couacs dans le dispositif. On sait qu'on doit faire comme ça, mais bon, ça ne marche pas toujours comme on veut. Donc l'ITT est très importante à ce moment-là. Et après, il y a la protocole analysis, je vais y revenir. Bon bref, donc vous avez... c'est pas très... Enfin, c'est pas forcément essentiel de regarder tous ces chiffres, il faut surtout voir qu'ils sont identiques entre... ou très comparables. Vous n'avez même pas de statistiques à côté, parce que c'est... Il n'y a pas de différence significative entre algos et témoins. Bon, simplement, je veux insister sur le fait, regardez les tribo-suicidants, 54%. Hein. Donc on est bien dans la vraie vie. Hein. Homme-femme, le ratio, on est bien dans la vraie vie, c'est des choses attendues. En couple avec un emploi, on est bien dans la vraie vie. Ce n'est pas une cohorte de suicidants totalement artificielle. Ça, c'était quelque chose d'intéressant. Bon nombre de dispositifs de prévention ont pu paraître efficaces dans certains cas, et quand on contrôle l'efficacité du système en fonction du nombre de tentatives de suicide antérieures, ce qu'a dit Mohamed, il n'y a plus de différence. Donc là, il était important de vérifier que dans notre cohorte, il y a un nombre tout à fait identique de tentatives antérieures. Sinon, vous pouvez encore une fois effacer l'efficacité. Bon, je passe. Ça, c'est les expériences. Donc, c'est le poids de la psychopathologie dans l'ATS. Encore une fois, regardez simplement les deux colonnes. Il n'y a pas de différence entre les deux. Alors voilà le résultat. L'ITT, on retire quand même certains malades, on est obligé. D'abord, la loi nous oblige à retirer les sujets qui retirent leur consentement. Alors là, j'ai même retiré que ceux qui le retiraient avant 6 mois. Il y en a qui le retiraient après, parce que l'étude a continué à 1 an et un peu après. Les non-malades, on est obligé de les retirer. Alors, vous me direz, qu'est-ce que c'est qu'un non-malade quand on recrute des suicidants? Ben, c'est quelqu'un qui te borde du canal et qui n'a pas plongé, c'est quelqu'un qui te borde un toit et qui n'a pas sauté, c'est quelqu'un qui allait prendre tous ses médicaments et qui ne les a pas pris. Ça peut se discuter, hein, mais bon, voilà, c'est un non-malade, vous ne pouvez pas le rentrer dans l'analyse. Non randomisé. Il se passait un couac au moment du tirage au sort, ça n'a pas pu être fait, il n'a pas pu être mis dans un groupe ou un autre, donc vous ne pouvez pas l'analyser au final, vous ne savez pas dans quel groupe le mettre. 10 malades. Donc vous voyez, on a retiré 44 malades sur les 1055. Alors, gros effet sur la mortalité, ça c'est vraiment... Bon, quand Moto, on s'attendait, enfin on espérait quelque chose comme ça, parce que les lettres de Moto avaient cet effet sur la mortalité. En termes de récidive de conduite suicidaire en ITT, vous voyez, c'est pas significatif, c'est pas mal, 0,15. Il y a une différence qui est quand même à prendre, hein, 3,5% en moins, ça se prend, multiplié par 15 000 € hein, à chaque fois. Mais c'est pas statistiquement significatif. Vous voyez, en termes de perte de vue, c'est équivalent entre les deux groupes, heureusement, parce que si ça plombait les résultats, c'était embêtant. Et quand on prend l'ensemble ce qu'on appelle les adverse outcomes, l'ensemble des conduites suicidaires, on a un travail qui est positif en ITT, c'est très 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 rare d'avoir un travail de prévention positif en ITT. Alors j'en retire un petit peu plus, alors c'est pas 79 de plus, hein. C'est un peu plus des 44 de tout à l'heure, c'est-à-dire que là j'ai enlevé tous ceux qui ont été mis à tort dans pas le bon groupe, pour arriver à la paire protocole analysis, c'est-à-dire que on analysait deux groupes quand tout le monde a bien fait ce que le protocole avait dit de faire. Donc vous avez tout le détail, ils ont certes été bien inclus, mais ils sont dans le groupe pour les rappeler au téléphone, on n'a pas reçu le fax.
Bon, ceux-là, on n'a pas pu travailler. Donc on les retire, enfin, voilà, ainsi de suite. Vous voyez, on ne retire pas beaucoup, hein, 79 sur les 1055. Par contre, ça change beaucoup les stats. Hein. Ça, c'est ce qui s'est passé. La mortalité ne change pas, bien évidemment. Vous voyez qu'à ce moment-là, on sort aussi sur les sujets, les récidives de tentatives de suicide, et puis alors la significativité comment dire, totale, elle est très importante, avec un NNT à 14. Alors NNT, en anglais, ça veut dire Number Need to Treat. Nombre nécessaire pour montrer un effet thérapeutique. Ça veut dire qu'il faut demain qu'on fasse comme ça pour 14 suicidants, pour que le 15e ne meure pas, ne fasse pas une récidive suicidaire, ne soit pas perdu de vue. C'est ça que ça veut dire. Alors on va comparer. J'ai arrêté de fumer, j'ai des preuves sur moi. Si je continue à grossir, je vais faire un infarctus du myocarde. J'espère en survivre. Si je sors de l'hôpital de cardio, je vais sortir avec 160 mg de cardégique. L'aspirine, c'est dans tous les guidelines du monde hein, pour NNT de cette stratégie 100. Il faut donner ça à 100 survivants d'infarctus du myocarde pour que le 101e ne rebouche pas une coronaire. À l'inverse, un diabétique insulinodépendant. NNT. Voilà. NNT par rapport à... NNT, nombre de sujets qu'il faut soigner par insuline pour que... Bah 1. C'est sûr que si vous ne donnez pas d'insuline, d'accord, c'est évident, ça. Vous n'avez pas d'insuline à un diabétique insulinodépendant. Alors, pour se rapprocher de nous, un traitement antidépresseur chez quelqu'un qui présente un diagnostic de dépression. Et je ne distingue pas légère, modérée sévère ou sévère. NNT, 30 à 40. 30 à 40. C'est pour ça que les recommandations aujourd'hui vous disent, vous savez que sur un diagnostic de dépression, 50% des dépressions sont des dépressions d'intensité légère. 50%, hein. Cela, le traitement de première intention, c'est la psychothérapie. Hein. Bon. Alors un NNT qui se rapproche un peu de ce 14. Traitement, un travail qu'on a mené ensemble avec M. Kérimelin et Lucien Benaïm, notre ancien DGS, c'est-à-dire prescription d'antipsychotiques à quelqu'un qui est hospitalisé pour une rechute psychotique et on mesure la récidive dans les 12 mois. NNT 9. On se doute bien hein, que si sujet schizophrène prend pas son traitement, en termes de réhospitalisation, ça ne va pas durer très longtemps. Donc ça veut dire que ce NNT-là, il a quand même beaucoup de force quand même. Bon, dans le détail, je ne rentre pas tout à fait dans le détail, mais aucun système n'est parfait. J'avais incité tout à l'heure sur ce sous-groupe. Vous avez tous les cas de figure, là, vous avez compris. Hein. Algos primo, la carte de crise. Là, c'est les contrôles au fond. Et là, vous avez 3 groupes de sujets qu'on rappelle. Ceux-là, on les rappelle, on les a, tout va bien. Ceux-là, on les rappelle, on les a pas, on envoie des cartes. Finalement, ça va pas si mal. Hein. Par contre, on a ce groupe-là. On devait les rappeler, on les a au téléphone, et l'intervenant, il n'est pas complètement satisfait de lui. Donc, on a veillé, et quand on n'était pas content, on a fait un peu plus de veille. Marche pas. Quand on veille, c'est ça, c'est très intéressant. Quand est-ce qu'on s'arrête de veiller, pardon, quand est-ce qu'on intervient? Quand est-ce que... Donc là, visiblement, il faut faire quelque chose de plus. Bon, voilà, je conclue là-dessus. Quand stopper la veille et passer l'alerte à l'intervention, et on peut faire autre chose. Hein. Ces cartes postales, elles vont s'accumuler sur les buffets de nos contemporains. Tout le monde va en avoir une à un moment. Hein. Donc, comment on rafraîchit cette affaire? Est-ce que le MMS, on le stocke sans doute moins? Quand vous avez numérisé le truc pour le mettre sur le PowerPoint, vous pouvez le mettre sur votre téléphone. Hein. Comment on fait tout ça? Il y a plein de choses. Hein. Ça ouvre des champs. Hein. Et puis, bon, une des vertus du dispositif, c'est sa centralisation. On peut mutualiser, privé, public, un territoire de santé, un département, une région, ça doit dépendre des endroits. Hein, là où ça a du sens, il faut définir un territoire, et puis, moyennant globalement une petite équipe, hein, vous rendez un service, avant d'ouvrir votre ligne avec Vernon, bah, il n'est pas interdit d'aller voir à Vernon, surtout qu'on a des copains à Vernon, hein, dire bon, comment vous faites aux urgences, nous on va rappeler vos suicidants à Évreux, mais si jamais on les détecte qu'ils vont pas bien, on va les envoyer chez vous, comment vous voulez qu'on fasse, comment vous voulez qu'on leur parle, où est-ce qu'on les envoie chez vous? Vous voyez, on se valide des procédures d'urgence auxquelles on n'a pas forcément réfléchi au début. Il y a quelque chose de vertueux là-dedans, hein, que vous pouvez greffer. Bon, je suis un peu trop militant, d'accord.
Je vous remercie de votre attention.